Donc cet événement aujourd'hui autour de la thématique de la vie hanséatique. Vous allez voir, c'est hier, aujourd'hui, et puis dans un peu de perspective. On a un enregistrement qui est fait de cette conférence-là pour pouvoir après la revoir, si vous voulez la revoir, ça reste disponible. Alors sur le site de l'université, ça c'est sûr, peut-être aussi en lien avec la GIE, ce sera à discuter sur la possible communication. Cette conférence est issue aussi d'une collaboration de plusieurs personnes. Vous verrez les profils au fur et à mesure de la conférence. Une collaboration aussi entre la ville et l'université. L'université qui est la même partie prenante qu'une université européenne dans laquelle il y a 3 villes hanséatiques, dans laquelle il y a 3 universités qui sont situées dans ces villes-là. Pour comprendre le mot plus profond de ce que c'est les villes hanséatiques, je vais pas prendre plus de temps et laisser la parole à Tobias Molsat qui vous présentera donc, ce sujet-là. Voilà. Merci. Merci pour l'organisation de cet événement. Merci de m'avoir invité. Il faut parler plus fort, s'il vous plaît. Comme ça? Ah oui. Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Bon, merci pour l'organisation et merci à vous d'être venus nous écouter. La participation de La Rochelle au réseau de nouvelles villes hanséatiques témoigne de la volonté de cette ville de garder la mémoire de ses relations commerciales anciennes avec l'Europe unie. Or, ces liens sont ambigus et ne doivent pas créer de malentendu. Historiquement, La Rochelle n'a jamais fait partie, en tant que telle, de la Hanse. Et pourtant, elle a entretenu, avec les villes germanophones qui composaient la Hanse, des liens complexes que je vais essayer de présenter rapidement. Je m'appuie pour cela en grande partie sur les travaux du colloque organisé dans ce lieu l'année dernière sur le thème de la Hanse et l'Atlantique à la fin du Moyen-Âge, plus précisément au XIVe et XVe siècle. Cette manifestation scientifique qui avait accompagné la visite officielle du maire de Lubel, qui vient de Donau à La Rochelle, avait réuni des chercheurs venus de plusieurs pays de l'Europe Atlantique et du Nord, des chercheurs de France, d'Allemagne, mais aussi du Portugal, de Belgique, des Pays-Bas, du Danemark, de Suède et de Pologne. Elle a permis d'explorer les liens multiformes de la Hanse avec l'espace atlantique et plus particulièrement avec la ville de La Rochelle, des liens qui n'avaient jusqu'alors reçu que peu d'attention de la part de la communauté scientifique. Donc, je vais commencer dans cette communication par rappeler brièvement ce qu'est la Hanse, puis j'esquisserai quelques réflexions sur sa relation à La Rochelle à la fin du Moyen-Âge. Alors, d'abord, qu'est-ce que la Hanse? Une question qui est assez simple, mais à laquelle il est difficile de répondre. Il est difficile de donner une définition simple à la Hanse pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la signification de ce mot n'est pas la même selon l'époque qu'on envisage. Est-ce que c'est une association de marchands? Est-ce que c'est une alliance de villes? En fait, comme c'est un nom qu'on rencontre sur plusieurs siècles, évidemment, au cours des siècles, il n'y a pas exactement la même chose derrière. Et ensuite, parce que ceux qui se réfèrent à la Hanse le font souvent avec des arrière-pensées politiques, comme on va le voir. Donc la Hanse, c'est tout à la fois une communauté de marchands et une alliance de villes. On peut faire remonter ses origines jusqu'au XIIe siècle, lorsque les communautés de marchands allemands commencent à s'implanter en Angleterre, notamment à Londres, sur l'île de Gotland, dans la mer Baltique, en Russie, Smolensk et Novgorod en particulier, à Bruges en Flandre, et enfin à Bergen en Norvège, qui s'y rendent pour acheter et exporter les produits spécifiques de chacune de ces régions. En Russie, ils y vont pour la fourrure et la cire. En Suède, ils trouvent des métaux, des fourrures, là encore. En Prusse, du bois, du blé, du hareng danois, de la morue norvégienne, de la laine anglaise, des étoffes de luxe flamandes. Bruges, c'est aussi là où on se ravitaille en épices à cette époque. Eux-mêmes se rendent sur ces marchés avec du blé, de la bière, du sel de Lubourg, du vin rhénan et évidemment tout ce qu'ils ont pu acheter dans les autres marchés qu'ils ont visités juste avant. Or, sur ces différents lieux de marché, les marchands allemands s'organisent. Ils établissent ce qu'on appelle des comptoirs. Alors,
terme est un peu trompeur. Il ne désigne pas un comptoir au sens colonial du terme, mais plutôt en fait une association de marchands. C'est un terme beaucoup plus personnel, social, que géographique et lié à l'espace. Le comptoir, ce n'est pas un lieu, ça devient un lieu, mais c'est avant tout une association de marchands qui disposent d'une juridiction autonome et parfois de structures pour héberger les marchands allemands. Si on prend le cas de Bruges, par exemple, il faut attendre très longtemps avant que le comptoir dispose de locaux qui lui soient propres. C'est là qu'on voit que c'est une association de marchands avant d'être un lieu. À Novgorod, les marchands disposent de leur propre hôtel, après la cour de Saint-Pierre. On avait une représentation un petit peu idéalisée ici, parce qu'en fait, on sait que ce n'est pas du tout formé en briques, en pierre, comme on pourrait le croire avoir cette illustration, mais en bois. Mais bon, c'est notre seule illustration de ce comptoir de marchands allemands à Novgorod, donc ça reste une source précieuse. Il était doté de dortoirs, d'un réfectoire, ainsi que d'une église où les marchands pouvaient pratiquer le culte catholique en terre orthodoxe. Le tout étant ceint d'une palissade et non pas d'une muraille, comme on pourrait en avoir l'impression en se fiant à cette source. Ces comptoirs commencent à se structurer localement au XIIIe siècle. Ils deviennent des lieux ouverts à tous les marchands d'Allemagne du Nord, réunis par une communauté linguistique autour de dialectes bas-allemands proches de l'actuel néerlandais. C'est un point important parce qu'on parle de la Hanse allemande, mais en fait, il faut bien voir que cette Hanse allemande, elle recouvre un continuum linguistique qui inclut aussi certaines villes des Pays-Bas actuels. La distinction n'était pas aussi nette qu'elle peut l'être aujourd'hui. Certaines de ces associations commencent d'ailleurs à se qualifier de Hanse, que ce soit dès le XIIIe siècle, en Angleterre, en Flandre en particulier. Cependant, au XIIIe siècle, ces Hanses fonctionnent encore de manière relativement autonome, les unes par rapport aux autres. Elles ne font pas partie d'une organisation englobante. Les choses changent à partir du milieu du XIVe siècle. Les villes d'Allemagne du Nord prennent progressivement conscience que leur prospérité économique est liée aux activités commerciales menées par leurs marchands, qui ont pris l'habitude, depuis plusieurs décennies, de cohabiter et de coopérer sur les marchés étrangers. D'où l'idée qu'ont certaines d'entre elles de s'unir pour défendre ensemble leurs intérêts communs. L'initiative revient en premier lieu à Lübeck, qui s'efforce, depuis la fin du XIIIe siècle, de fédérer autour d'elle les intérêts des autres villes allemandes. À cette époque, Lübeck n'est pas forcément la ville la plus prospère et la plus importante en Allemagne du Nord. En termes de population, elle est par exemple loin derrière Cologne. Cependant, avec une certaine habileté politique, les Lübeckois font en sorte d'être toujours à l'initiative des actions communes des villes allemandes, lorsqu'il s'agit par exemple d'organiser un blocus contre les villes de Flandre pour réclamer de meilleures conditions juridiques pour leur commerce. C'est donc autour de Lübeck que, peu à peu, la Hanse va prendre corps à partir du milieu du XIVe siècle. La Hanse, non plus comme une petite association de marchands localisés, un comptoir, mais comme une alliance politique des villes de la Hanse allemande. Et dès lors, la Hanse n'est plus seulement une organisation de marchands, elle est aussi une alliance de villes d'Allemagne du Nord. Une alliance qui, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, est suffisamment puissante pour maintenir plusieurs années durant un blocus contre la Flandre, en 1358-1360, ou encore pour mener une guerre victorieuse contre le roi de Danemark dans les années 1360 et une guerre conclue par un traité en 1370. C'est aussi à partir de cette époque que se mettent en place les diètes, les assemblées de la Hanse. Les villes allemandes prennent l'habitude d'envoyer régulièrement, plus ou moins régulièrement, leurs délégués à l'assemblée des villes afin de prendre ensemble des décisions quant à la politique commune.
régulièrement ou moins régulièrement leurs délégués d'assemblée de ville afin de prendre ensemble des décisions quant à la politique commune à adopter, que ce soit pour défendre leurs intérêts commerciaux à l'étranger ou pour défendre leur autonomie politique vis-à-vis des pouvoirs monarchiques ou princiers voisins. Ces diètes se réunissent sans périodicité, il faut insister sur ce point, et en fonction des besoins, parfois plusieurs fois par an, parfois par intervalle de plusieurs années. Le lieu d'assemblée est le plus souvent fixé à Lübeck, mais cette règle n'est pas gravée dans le marbre, et Lübeck ne peut donc en aucun cas être considérée comme la capitale de la Hanse. Enfin, il faut bien voir que les décisions de la diète restent dans la pratique non contraignantes pour les villes membres qui défendent jalousement leur autonomie vis-à-vis de la Hanse. Elles tiennent à leur autonomie politique, elles le défendent au sein de la Hanse, mais ce n'est pas pour se soumettre et limiter leur autonomie vis-à-vis de la Hanse. Donc, Lübeck a bien essayé à certains moments de rigidifier le cadre institutionnel de la Hanse, mais ces efforts ont eu pour seul résultat la désaffection progressive des diètes par les villes qui étaient prêtes à s'engager dans une coopération interurbaine à condition que leur autonomie reste intacte. C'est bien, du coup, j'ai pas besoin de poser sur la main. Donc, tout ceci appelle plusieurs remarques importantes. Tout d'abord, il résulte de ce que je viens de dire une distinction entre les villes et les comptoirs de la Hanse. Une ville de la Hanse, c'est une ville allemande dont les marchands jouissent de prérogatives commerciales ou des prérogatives commerciales de la Hanse à l'étranger. C'est le cas par exemple de Lübeck, Hambourg, de Brême, Gdańsk, Riga et de nombreuses autres villes qui ont en commun d'être germanophones, avec cette nuance sur les différents dialectes qui, à vrai dire, ressemblent plus à du néerlandais qu'à de l'allemand. Deuxièmement, un comptoir de la Hanse est une association et un lieu d'implantation des marchands allemands dans une ville étrangère. Les 4 principaux comptoirs se trouvent à Bruges, Bergen, Londres et Novgorod. On qualifie parfois des villes de Bruges, Amsterdam ou même Arras comme des villes de la Hanse. Mais si la question pourrait se discuter pour Amsterdam, qui a effectivement fait partie de la Hanse pendant quelques décennies au XIVe siècle, il est absolument clair que Bruges n'a jamais été une ville hanséatique. Les marchands de la Hanse ont un comptoir à Bruges, mais Bruges est une ville flamande, ce n'est pas une ville hanséatique, en tout cas pas historiquement. Elle héberge un des principaux comptoirs de la Hanse. Mais les hanséates se sentent à l'étranger quand ils sont à Bruges. Ensuite, la manière dont j'ai opposé la Hanse comme association de marchands et la Hanse comme alliance de villes ne doit pas faire croire qu'il y aurait eu vraiment un passage de l'une à l'autre, que la Hanse serait transformée d'une association de marchands en une alliance de villes. C'est d'ailleurs ce que dit l'expression même de ville de la Hanse allemande, utilisée par les hanséates eux-mêmes à la fin du Moyen-Âge. Si on la prend au mot, l'alliance de ville est une composante de la ville de la Hanse allemande. Elle n'y est pas identique. Ce sont des villes de la Hanse allemande. Au XIVe et XVe siècle, la Hanse allemande est donc à la fois une association de marchands et une alliance de villes pour la protection des marchands. Enfin, il faut souligner une nouvelle fois que la difficulté à saisir ce qu'est la Hanse tient à la dimension souvent polémique ou performative de l'usage de ce terme. La référence à la Hanse est souvent mobilisée par les villes allemandes pour afficher leur unité politique ou leur détermination vis-à-vis d'un adversaire commun. La formule « ville de la Hanse allemande » est ainsi forgée en 1358 dans un contexte de conflit exacerbé contre les villes flamandes. Ne voulons pas se laisser piéger par ces discours politiques qui visent souvent, justement, à présenter les villes allemandes comme plus unies qu'elles ne l'étaient réellement. Alors, on a très peu parlé de La Rochelle ici, dans ce tableau sur la Hanse. Quelle place pour La Rochelle dans ce que je viens de dire? On a maintenant compris, pour les raisons que je viens d'expliquer, que la Hanse ne peut pas historiquement être qualifiée de
que La Rochelle ne peut pas historiquement être qualifiée de ville de la Hanse. On peut tout au plus y voir le siège d'un comptoir de la Hanse. Et encore, pas le plus important ni le plus durable, car à bien des égards, c'est depuis Bruges que les Hanséates gèrent leurs affaires françaises. Cependant, La Rochelle entretient bien quelques liens historiques avec la Hanse dès le Moyen-Âge, des liens que je vais m'efforcer d'évoquer rapidement ici. L'intérêt des Hanséates pour La Rochelle est bien attesté dans les sources. Dès 1294, je remets la carte, dès 1294, le roi Philippe le Bel accorde aux marchands allemands des libertés commerciales dans son royaume, y compris à La Rochelle. Ces réglementations furent régulièrement renouvelées ou étendues par la suite, notamment sous les règnes de Charles V, Charles VI et Charles VII. En 1463, c'est un Rochelais, Guillaume d'Escombes, qui négocia avec les Hanséates, au nom de Louis XI, les libertés commerciales dont ceux-ci devaient bénéficier à La Rochelle. Et ça, c'est un point important. Alors que toute l'Aquitaine est sous domination anglaise jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, La Rochelle représente quant à elle la principale porte de la monarchie capétienne sur l'Atlantique depuis le milieu du XIIIe siècle. Passée pour quelques années aux mains des Anglais pendant la guerre de Cent Ans, elle est reprise par le roi de France après le siège de 1372. Or, du point de vue des Hanséates, il est bien sûr intéressant de pouvoir traiter aussi bien avec les Français qu'avec les Anglais. D'où l'intérêt de ce port de La Rochelle pour les Hanséates. Alors, on sait bien sûr ce que les Hanséates venaient chercher à La Rochelle. D'abord, le vin, qui s'exporte très bien vers l'Europe, vers l'Angleterre, évidemment, mais aussi vers toute l'Europe du Nord. En effet, l'Aunis et la Saintonge sont d'importantes régions viticoles au Moyen-Âge, au même titre que l'Aquitaine et la Gascogne. Ensuite, le sel, qui est l'autre grand produit d'exportation de la région. Les Hanséates se le procurent à La Rochelle et dans la baie de Bourgneuf, un peu plus au nord. Et ce sel vient s'ajouter à celui produit par les mines de sel de Lunebourg. Alors, Lunebourg, vous voyez sur la carte dans la plateauille d'Orange, un peu au sud de Lübeck, en Allemagne du Nord. Donc, Lunebourg qui a des mines de sel, mais dont la production ne suffit pas aux besoins de sel des marchands de la Hanse, qui s'en servent notamment pour saler le hareng pêché par les pêcheurs danois d'Oscanie, et qui constitue l'un des principaux produits d'exportation de la Hanse dans toute l'Europe. Le hareng, c'est vraiment, on ne le soupçonne pas aujourd'hui, mais c'est vraiment un produit très important parce que c'est consommé notamment en période de carême par une grande partie de la population à l'échelle de toute l'Europe. Donc, c'est des réseaux commerciaux absolument considérables, avec des centres notamment au Danemark, qui sont des marchés où le hareng est pêché par une centaine de milliers de tonneaux chaque année. Les marchands allemands apportent le sel pour saler ce hareng, puis le réexpédient ailleurs. Donc ce sel, il vient au moins en partie de La Rochelle. Alors, on peut se demander ce que les Hanséates apportaient à La Rochelle en échange. Et alors là, c'est un point assez intéressant parce que on n'est pas tout à fait sûr, mais on a l'impression qu'ils n'apportaient pas grand-chose en fait à La Rochelle. En effet, les travaux de Mathias Tranchant et de Thierry Sozo suggèrent que la balance commerciale de l'Atlantique français aurait été très largement excédentaire à la fin du Moyen-Âge. On exporte beaucoup de vin, de sel donc, mais on importe peu. Les Hanséates semblent donc avoir vendu leurs marchandises à Bruges avant de faire le trajet jusqu'à La Rochelle sur l'Est pour dépenser l'argent de la vente en Flandre. Je ne sais pas ce que je fais. Bon. Il ne faut pas trop toucher. Ok, alors, je disais, donc balance commerciale et excédentaire, c'est ainsi que l'expertise des dépôts de ballast sur lesquels a été construite la ville de Brouage a révélé que les pierres en question venaient de Norvège
et datait de la fin du XIIIe siècle, ce qui témoigne des liens commerciaux anciens entre l'Aunis-Saintonge et les régions de l'Europe du Nord fréquentées par les Hanséates. Ce point n'est cependant pas tout à fait éclairci. On peut se demander comment les Hanséates assuraient la rentabilité de leur voyage malgré tout ce poids mort. Cela explique peut-être le caractère assez diffus de la présence allemande à La Rochelle, malgré les indiscutables preuves d'intérêt qu'on trouve parmi les Hanséates pour La Rochelle depuis la fin du Moyen-Âge. Dès 1278, on relève la présence de tonneaux onisiens à Lunebourg, tandis que le code maritime de Hambourg, composé vers 1270, mentionne le sel du Poitou et le vin rochelais. Et pourtant, on ne sait à peu près rien de la présence des marchands allemands dans la ville avant le milieu du XIVe siècle. On commence à avoir des traces de contact entre le comptoir de Bruges et des interlocuteurs allemands établis sur place et qui portaient les intérêts des Hanséates auprès des autorités locales en cette deuxième moitié du XVe siècle. On observe la même chose à Nantes d'ailleurs, c'est pas une spécificité de La Rochelle, sauf que La Rochelle, du coup, c'est le point de contact de Hanséates avec le roi de France. Nantes, c'est plutôt les ducs de Bretagne à cette époque. On sait aussi qu'au milieu du XVe siècle, le marchand de Danzig et leur Danzide disposaient d'un correspondant permanent à La Rochelle, un dénommé Johann van Werden. Donc, dès cette époque, il y avait des marchands allemands séjournant pour de plus ou moins longues périodes à La Rochelle. Ces marchands allemands semblent avoir été suffisamment nombreux et organisés pour disposer de leurs propres instances de résolution des litiges commerciaux. C'est ainsi qu'en 1421, un conflit entre le Lubeckois Grevenrode et un confrère de Stralsund est arbitré par ce qui semble avoir été un organe représentatif des marchands allemands de La Rochelle. Ces Hanséates assuraient l'exportation du sel et du vin de Nice et de Saintonge, qu'à la fin du Moyen-Âge, les marchands rochelais eux-mêmes répugnaient souvent à prendre en charge. Les Rochelais restaient chez eux et attendaient qu'on vienne chercher leurs marchandises plutôt qu'ils ne prenaient la mer eux-mêmes. Cette présence hanséatique à La Rochelle souffre cependant des tensions avec les marchands espagnols, qui voient d'un mauvais œil l'installation de cette concurrence. Hanséates et Espagnols se disputent en réalité le contrôle de l'acheminement des produits d'exportation rochelais vers le grand marché de Bruges, où ils sont mis en vente en présence de clients venus de l'Europe entière. Mais, on l'a vu, pour les Hanséates, l'intérêt de la région tient aussi au sel, dont ils ont besoin pour la salaison du hareng Scali. Des conflits éclatent donc régulièrement entre les communautés de marchands et peuvent aller jusqu'à la saisie violente des marchandises des concurrents. Dans ce contexte, Hanséates et Flamands prennent l'habitude de voyager en convoi. Moi j'ai pas peu de retour, mais c'est pas grave. Dans ce contexte, Hanséates et Flamands donc, prennent l'habitude d'assurer leur sécurité en voyageant en convoi dans l'océan Atlantique, formant chaque année ce qu'ils appellent la flotte de la baie, ou en allemand la Palmenflotte. La baie étant donc la baie officielle. Les incidents se multiplient cependant. En 1409, un bourgeois nommé Robert de La Rochelle décrit dans une lettre les pillages commis par les Castillans à l'encontre de la flotte de la Hanse. En 1419, une attaque espagnole devant le port de La Rochelle précipite les deux camps dans une guerre. 40 navires allemands tombent entre les mains des Espagnols, qui conduisent ensuite la marchandise en ville pour Lyon. Malgré les tentatives de réconciliation, les épisodes de piraterie s'enchaînent dans l'espace atlantique pendant plusieurs années. En 1435-1436, à Bourgneuf, le commerce atlantique étant tombé au plus bas, ce sont les Rochelais qui organisent une médiation entre les Hanséates, les Espagnols et le roi de France, Charles VII. Cet accord ne met pourtant pas fin à la piraterie qui reprend dès les années suivantes à l'initiative des Espagnols. Il faut attendre la seconde moitié du XVe siècle pour que les Hanséates reviennent à La Rochelle. Si l'on en croit Mathias Tranchant, c'est même à ce moment-là que le port de Nice devient réellement
une région importante pour le commerce de la Hanse, malgré la concurrence croissante du sel portugais de Setúbal. Simplement, aller chercher le sel au Portugal, ça pose d'autres inconvénients, c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus risqué. Donc, même si le sel de Setúbal a ses avantages par rapport à celui qu'on trouve à La Rochelle, peut aussi être avantageux de se contenter d'aller à La Rochelle. Il faut enfin souligner que toutes les villes de la Hanse n'ont pas le même intérêt pour La Rochelle. On l'a vu, la Hanse réunit de nombreuses villes aux intérêts commerciaux parfois très différents. Dans cette perspective, certaines villes n'ont rien à voir avec le lycée. C'est le cas par exemple de Cologne, et plus généralement des villes rhénanes, celles qui sont en mauve sur la carte, qui cultivent en fait leur relation avec l'Angleterre à une époque où il n'est pas forcément facile d'être ami à la fois avec l'Angleterre, la France et la Bourgogne. D'autres villes sont au contraire régulièrement en conflit avec l'Angleterre et voient donc le maintien de bonnes relations avec le Royaume de France, et donc avec La Rochelle aussi en particulier, comme une nécessité pour conserver un accès à l'Atlantique, à la France ou aussi au Portugal. Et ça, c'est en particulier le cas de Lübeck et dans une moindre mesure de Gdańsk. Donc, autant Cologne n'a pas grand-chose à voir avec La Rochelle, autant Lübeck et Gdańsk, ce sont beaucoup des interlocuteurs réguliers pour La Rochelle. Enfin, il y a des villes comme Kampen, dans le Zuiderzee néerlandais, qui sont très présentes dans l'espace atlantique, mais qui ont toujours entretenu des relations ambiguës avec la Hanse. Comme toutes les villes de la Hanse, Kampen poursuit d'abord ses intérêts propres, tantôt au sein de la Hanse, tantôt en dehors de celle-ci. Et elle semble en tout cas maintenir d'assez bonnes relations avec le Royaume de France. On a vu qu'Amsterdam avait fait partie de la Hanse pendant quelques années au XIVe siècle. Aussi, quand la présence allemande dans l'Atlantique se renforce à cette époque, on n'est pas étonné de voir les marchands néerlandais se joindre à eux. Cependant, les tensions ne tardent pas à s'accroître entre Allemands et Hollandais. Ayant été des compagnons de la Hanse, ces derniers finissent par devenir des concurrents redoutables pour les marchands allemands, en s'investissant notamment très lourdement dans le commerce du hareng, dont on a vu que les Allemands occupaient une grande partie des parts avant cela. Cette concurrence conduisit à des guerres entre Hanséates et Hollandais en mer du Nord dans les années 1430. Cependant, un volet de cette rivalité se jouait aussi dans l'Atlantique, où les Hollandais avaient intensifié leur activité dans les années 1420, après que les salines de Nouvelle-Zélande, qui assuraient jusqu'alors leur approvisionnement en sel, eurent été submergés par la mer en 1421. On imagine bien que le renforcement de la présence hollandaise dans l'Atlantique, au moment même où les Allemands s'enferraient dans une guerre de course contre les Espagnols, n'était pas pour apaiser les tensions. En fin de compte, si les Hanséates continuaient à se rendre régulièrement à La Rochelle et sur la côte atlantique française, ces rivalités les empêchèrent de s'y déployer pleinement. C'est donc surtout à l'époque moderne, mais on n'aura pas le temps d'étudier ça aujourd'hui, que leur présence se renforça et se pérennisa dans l'Atlantique français, mais désormais moins à La Rochelle qu'à Brouage ou à Guérande, toujours pour le sel. Donc, je vais conclure là-dessus. On le voit, La Rochelle entretient avec la Hanse des contacts certains qui ne doivent pourtant pas être surestimés. En tant que principale tête de pont de la monarchie française dans l'espace atlantique, La Rochelle est une destination commerciale importante pour les marchands allemands qui s'efforcent d'y maintenir une implantation. Elle est aussi un enjeu de conflit récurrent qui rendirent peu à peu intenable le maintien d'un établissement hanséatique permanent. Pour cette même raison, La Rochelle ne fut jamais une ville centrale dans le commerce hanséatique, même si des contacts indirects existèrent toujours entre marchands allemands et rochelais, ne serait-ce que via le grand marché européen de Bruges. Dans ce contexte, l'adhésion de La Rochelle à la nouvelle Ligue hanséatique pose question. Ce qu'on a dit de la nature de l'organisation de la Hanse au Moyen-Âge ne semble pas la justifier sur le plan historique. Cela dit, justement parce que La Rochelle n'est pas une ville allemande, elle n'a jamais envoyé aucun émissaire aux diètes de la Hanse. Ces marchands ne sont pas non plus inclus dans le droit des marchands allemands à Londres, Bruges ou ailleurs. Mais cela dit, on peut aussi aborder la question sous un autre angle. On a vu en effet que la référence à la Hanse a toujours été politique. Pour le dire d'une manière certes un peu provocante,
ce qui définit la Hanse, en dernière instance, ce n'est pas tant un ensemble positif d'institutions ou de traités, mais plutôt une volonté politique des villes de coopérer dans un certain domaine de leurs relations extérieures. Alors que la Hanse médiévale manifeste la volonté des villes allemandes de défendre ensemble leurs héritages, leurs intérêts commerciaux, la Hanse moderne reprend à son compte cet héritage dans le but de promouvoir, là encore, une coopération interurbaine transfrontalière. Cette définition de la Hanse est certes plus lâche, mais elle permet, je pense, à la ville de La Rochelle d'y trouver toute sa place. Je vous remercie. Ah oui, voilà, donc avec la nouvelle Hanse, et le symbole de la nouvelle Hanse donc, est la coque stylisée avec la voile rouge et blanche. Et puis, donc, il y avait la Renaissance dans la Hanse. Donc, nous avons entendu la Hanse ancienne, donc c'est terminé au XVIIe. La nouvelle Hanse est née en 1980. Et c'était grâce à l'initiative d'un maire de Zwolle, dans une ville néerlandaise, qui a eu l'idée de faire revivre la Hanse lors du 750e anniversaire de sa ville. Donc il a pris contact avec Lübeck, Lübeck était d'accord, et puis il y avait la première journée de la Hanse qui était célébrée en 1980. Et puis l'année suivante, donc, il y avait un rassemblement à la mairie de Lübeck et il y avait la décision qui était prise de faire revivre la Hanse, la nouvelle Hanse, donc la Hanse des temps modernes. Et dans toutes les villes qui étaient membres de la Hanse au Moyen-Âge, tous les comptoirs et ceux qui étaient en contact avec les comptoirs, tel qu'était le cas de La Rochelle, ont pu adhérer à la Hanse, à la nouvelle Hanse. Donc aujourd'hui, la nouvelle Hanse compte 196 villes, dont 16 pays différents. Les nombres, oui, comme je disais, les nombres de la nouvelle Hanse, donc soit les villes hanséatiques autrefois ou les comptoirs, ou ceux qui étaient en relation avec. Et La Rochelle adhère donc à ce réseau, c'était en 2004. Donc en 2004, Maxime Bonneau partit à Lübeck, ils ont signé l'acte d'adhésion à la nouvelle Hanse. Voilà, donc ensuite vous avez une petite carte. Et comme je disais, donc, il y a 16 pays qui appartiennent à ce réseau. Donc nous avons les pays qui sont marqués. Et oui, ce que j'ai oublié tout à l'heure, donc La Rochelle est la seule ville en France qui a adhéré à ce réseau. Donc le gouvernement de la nouvelle Hanse, donc il y a l'Assemblée générale, donc tous les membres des villes hanséatiques ou les membres des villes de la nouvelle Hanse vont envoyer leurs délégués. Ensuite, chaque ville élit une ville qui représente donc toutes les villes de leur pays à la commission. Et puis il y a la présidence, donc il y a le maire de Lübeck, donc qui est le président de la Hanse et aussi bien le maire de Lübeck. Et ensuite accompagné de 4 autres personnes, 4 autres villes, comme la vice-présidente Visby en Gotland, en Suède, puis Brilon en Allemagne, en Lettonie et à Zwolle. Et donc La Rochelle est représentée par M. Michel Sabatier, délégué au jeu de l'âge et les relations internationales. Voilà, donc première journée internationale de la Hanse a été célébrée en 1980 à Zwolle. La Rochelle a adhéré en 2004, donc depuis 2005, La Rochelle fait partie, ou participe à des journées internationales de la Hanse. Et puis, donc, nous avons, dans ces groupes d'années, donc 2005, la première fois c'était à Tartu, en Estonie. Et puis, cette année, ce sera à Gdansk. Et puis, nous avons déjà les villes qui sont, les journées qui sont organisées jusqu'à 2043. Voilà. Donc, au-delà, il n'y a pas d'organisation, on s'arrête là. Donc, les domaines d'action de la nouvelle Hanse, c'est au niveau des échanges culturels, le développement touristique, les relations économiques, le réseau des jeunes. Donc, depuis 1989, il y a la Hanse Jeune, le Youth Hanse. Donc, il y a les jeunes entre 16 et 25 ans qui ont la possibilité de participer à ces journées.
Et il y a l'organisation des Hansetage. Donc les Hansetage, ce sont les journées internationales de la Hanse. Et les Hansetage aussi qui locales, donc ça veut dire chaque ville doit organiser une petite manifestation le troisième week-end du mois de mai. Voilà donc ces journées. Et il y a le Hansemarkt, donc il faut dire les journées internationales de la Hanse. Donc a priori, il y a toutes les villes qui se réunissent. Donc ça fait du monde. Donc, et il y a donc, plusieurs organisations. Il y a la Hansemarkt, donc c'est le marché hanséatique. Il est comparable avec un salon touristique. Donc il faut imaginer que sur des espaces énormes, donc il y a les représentants de toutes les villes. Et donc très souvent on entend parler des personnes qui passent qui disent « Oh mais aujourd'hui on va aller dans les pays baltes, un autre jour on va visiter les pays en Scandinavie, etc. » Et donc il y a d'abord un échange entre les villes hanséatiques, entre ceux qui sont représentés, et bien sûr aussi un échange entre les visiteurs et les habitants. Et donc pendant les journées de la internationale de la Hanse, donc ça dépend aussi de la taille de la ville, mais on peut dire en général, sur les 4 jours, il y a entre 200 000 et 400 000 visiteurs. Donc c'est énorme. La ville organisatrice, il y a la présentation des traditions, de leur histoire, la culture et l'économie. Et au même moment, les villes, très souvent, on voit un artiste qui participe donc à un travail collectif. Et il y a aussi les échanges professionnels entre les archivistes, les historiens pendant ces journées de la Hanse. Et il y a le marketing et le tourisme donc, qui est pris en main par la ville de Visby. Donc, première journée où moi j'ai pu participer, donc je suis très contente. C'était en 2007, c'était à Neustadt, c'était pour la première fois qu'il y avait la Hanse Artwork. La deuxième fois, c'était une petite ville dans l'ex-RDA, à Salzwedel. Donc, lors de cette manifestation, La Rochelle était invitée par une autre ville, par la ville de Lüneburg, de participer à une grande exposition collective qui s'appelle Lünentour. Et voilà, donc je vais vous montrer après la réalisation de ces tableaux qui étaient pervenus. Donc là, on voit, c'est une représentante de Ulysse Dauté, donc elle fait partie de la Youth Hanse. Il y a Véronique Sellavé, donc qui est artiste qui a participé à l'exposition de la Hanse Artwork. Et à cette époque, c'était Sylvie Hollande-Moreau qui participait aussi. Voilà, donc en 2010, il y a un journaliste de Sud-Ouest, Thomas Possé, qui s'intéressait beaucoup à la Hanse et qui a entrepris beaucoup de voyages dans les villes hanséatiques. Et la même année, donc, il a publié plusieurs articles dans Sud-Ouest, et c'était vraiment très intéressant. Donc, il est parti à Wismar, donc en Allemagne, à Bergen, en Norvège, il est parti à Bruges, à Zwolle, et je pense qu'il est parti à Kaunas et à Lüneburg. Et puis donc là, nous avons le tableau qui a été réalisé par Vincent Ruffin, donc un artiste peintre de La Rochelle. Et c'était suite à l'invitation de Lunen, donc de participer donc, à cette exposition collective dont je parlais tout à l'heure. Et Lunen a donné un format et les mesures exactes. Donc le format respecté, c'était paysage. Et Vincent Ruffin, mais il se trompait, donc il a réalisé un tableau en format portrait. Et puis c'est une chance pour La Rochelle, car en fait La Rochelle a acheté ces tableaux. Et ces tableaux, ils se trouvent maintenant à l'Hôtel de Ville. Donc si vous avez la possibilité de faire la visite de l'Hôtel de Ville, donc vous avez la possibilité de voir ce tableau qui représente un marchand de Gdansk qui travaillait au Stahlhof de Londres. Et puis l'original se trouve dans un musée à Berlin, mais en tout cas nous avons la reproduction à La Rochelle. Et puis donc, il y a un autre tableau qui est parti à Lunen, c'est une coque, donc avec un drapeau
de la ville de Lübeck et on voit les tours de La Rochelle. Et donc ce tableau se trouve à Lünen. En 2011, on est parti à Kaunas, en Lettonie, en 2012 à Lüneburg. Donc la solution, voilà, donc on a fait notre petite scénette. Et cette fois-ci, c'était avec la chorale des Veilleurs, qui est née lors d'une journée de la Hanse à La Rochelle. Et puis, il y avait aussi l'organisme de la Marienkirche de Lübeck, qui a donné un concert à La Rochelle. Et pendant le séjour de cette délégation, il y avait l'inauguration de la salle Lübeck à La Rochelle, au musée maritime. Et donc d'autres manifestations et rencontres avec la municipalité de La Rochelle. Et puis, voilà, donc à la fin, je vais vous montrer juste la Hanselings. La Hanselings, c'est ce livre qui est né en 2019 grâce à l'initiative de quelqu'un de Emmerich qui nous a contactés à Neuss en 2022 et qui a proposé ce livre. Donc, c'est pour les scolaires. C'est-à-dire, c'est une demande aux scolaires d'écrire un roman historique dans leur langue maternelle. Et puis, la première fois, donc, c'est Gérard Rousseau, donc le président de l'association franco-allemande qui était avec nous à Neuss, qui a, voilà, donc après diffusé aux écoles ici à La Rochelle cette proposition. Donc, au début, c'était le Collège Atlantique qui a participé, donc avec les très très bien fait. Donc vous avez la réponse. Si vous pourrez aller dans les villes hanséatiques, vous pourriez faire tamponner votre passe, l'envoyer après 12 visites au bureau de Lübeck et après vous allez recevoir une petite surprise. Donc pour avoir d'autres renseignements, je vous invite de consulter le site internet de la Hanse. Donc c'est le www.hanse.org et là vous avez tout sur l'histoire de la Hanse, le futur et tout ce qui était réalisé jusqu'à présent. Vivante de la participation rochelaise aux journées hanséatiques depuis 2006-2009. Et c'est grâce à elle et également avec Gérard Rousseau et Tobias ici présents que lorsque j'ai eu dans les fonctions l'obligation, le devoir de relancer ce partenariat hanséatique, à la fois bilatéral avec Québec et multilatéral avec la nouvelle Ligue hanséatique. Moi qui ne connaissais pas grand-chose au sujet, je me suis entouré d'un certain nombre d'experts, dont les deux que je viens de citer, pour échafauder une stratégie hanséatique pour La Rochelle. Et c'est un peu le fruit de cette stratégie que nous essayons de développer année après année. Là, nous en sommes à notre deuxième journée hanséatique, qui, comme l'expliquait Gisela, est une obligation impérieuse d'organiser tous les ans, si nous voulons mériter le statut de Ligue hanséatique. C'est bien de dire que nous sommes la nationalité française, mais pourquoi faire et nous méritons. Donc nous essayons de le mériter et de trouver de bonnes raisons de le faire dans notre intérêt bien compris. Quelles perspectives pouvons-nous tracer? À très court terme, je dirais que la réussite de deuxième journée hanséatique est un passage obligé. À cet égard, j'avise les personnes ici présentes que demain, nous remettons le couvert pour aller chercher la Hanse dans les rues de La Rochelle sous l'égide de Gisela, qui connaît bien le sujet, et qui sera votre guide pour la première visite qui aura lieu à 17h30 et qui commencera à l'hôtel de ville. Et il y aura ensuite deux autres visites à 18h30 et 19h30, avec une petite surprise au départ. C'est pour le coup la participation coréenne à notre effort hanséatique. J'entends par là la réalisation à la demande de l'Office du tourisme de La Rochelle d'un webtoon, et pour ceux qui ne le savent pas, parce que peut-être que vous n'avez pas l'âge de dérouler sur votre portable des dessins animés comme le font les ados, nos ados et a fortiori les ados coréens. Mais en l'occurrence, ce système de communication en direction de la jeunesse a été adopté par l'Office du tourisme qui a demandé à ce qu'on puisse faire un récit historique déroulable sur portable, relatif à la Hanse. Donc nous allons vous présenter, si vous participez à la visite guidée,
juste avant cette visite, en vidéo, la version donc portable de cette histoire hanséate remise au bout du jour et évidemment rendue un peu simple et ludique pour les jeunes qui vont découvrir ce phénomène. Voilà, et c'est une ville, c'est une entreprise rochelaise, City2, spécialisée dans la fabrication de webtoons, qui a réalisé cette œuvre tout à fait originale. Ça, c'est le premier objectif. Un peu plus court terme, si je peux dire, ou un peu plus long terme, c'est la participation d'une forte délégation de La Rochelle à une mission retour. Gisela faisait allusion à la visite de la délégation de Lubeck. Il se trouve que nous allons nous rendre dans le milieu. C'est notre maire de La Rochelle et président de l'agglomération qui va se rendre à Lubeck à l'invitation de son homologue. Une forte délégation qui va comprendre le directeur de cabinet, la directrice générale des services de la ville de la CDA et beaucoup de serviteurs. Nous allons essayer de continuer l'exploration commencée l'année dernière par la visite de Lubeck, de domaines dans lesquels nous pourrions intelligemment coopérer dans notre intérêt mutuel. Nous sommes dans une phase de redémarrage d'une relation qui est restée balbutiante, voire moribonde pendant trop longtemps. Donc, il nous importe maintenant de définir des axes de coopération que nous pourrions développer ensemble. Parmi les quelques pistes, mais ce sont des esquisses de pistes, il y a par exemple des échanges d'apprentis avec le CFA de Lagor. Une demande du CFA de Lagor d'avoir des relations, des échanges avec l'homologue de Lubeck et au-delà de Lubeck, de la Rance. Des échanges accrus, et des fait allusion par Gisela, entre les collèges et les lycées, à l'instar de cette expérience extrêmement riche qui a été réalisée, qui a impliqué un collège d'Étré et un lycée de La Rochelle. Avec comme produit fini cet ouvrage à plusieurs mains et à plusieurs langues sur la Rance. Et puis, récemment, nous avons reçu une demande très surprenante, mais sympathique, de nos amis du Lubeck qui disent « Mais nous avons un superbe marathon à Lubeck, est-ce que votre marathon bien connu, est-ce qu'il pourrait coopérer avec le nôtre ?» Nous avons, je ne sais pas trop comment deux marathons peuvent coopérer. Sinon, échanger peut-être des marathoniens ou des pratiques de marathon, je ne sais pas. En tout cas, voilà quelques pistes, vous voyez, c'est vraiment c'est de briques et de broc, parce que pour l'instant, on explore et tout est bon à prendre, a priori. À plus long terme, à peine plus long terme, je dirais, nous allons participer aux prochaines journées hanséatiques de Gdansk en Pologne. Et là, nous allons avec une délégation toujours la même, je dirais, l'élu que je suis, bien sûr, pour diriger la délégation, mais notre mémoire vivante, Gisela, qui sera de la partie, et heureusement, parce qu'elle est connue comme le loup blanc dans les milieux hanséates. Et puis nos nouveautés, un certain Léonard Motieno qui a bien voulu se joindre à nous pour explorer l'une des facettes de ces journées hanséatiques, à savoir le programme parallèle des Youth Hansa, c'est-à-dire les jeunes hanséates, qui développent des actions sur place dans les journées, mais également de façon régulière entre eux, qui correspondent à les attentes de cette jeune génération d'hanséates. Donc grâce Léonard, on espère qu'on aura une vision plus claire de ce qu'on pourrait faire avec les jeunes de notre territoire et leurs homologues hanséates. Il est évident, difficile pour Gisela et moi-même de comprendre dans une page avancée. Alors on a aussi, il y a quelques années maintenant, 3 ans je dirais, nous avons créé à l'intérieur de la Rance un nouveau centre d'échange tournant autour de tout ce qui est environnemental et lutte contre le changement climatique. Ça s'appelle le Sustainable Hansa Working Group, groupe de travail de la Rance durable. Et nous faisons partie des 4-5 villes fondatrices qui ont commencé à échanger, alors pour l'instant en vidéo, sur ces problématiques-là que nous partageons évidemment sur le terrain tous les jours. Et on gagne à échanger évidemment des bonnes pratiques, des expériences entre nous pour éviter de répéter des échecs ou pour essayer d'améliorer la mise en œuvre de nos politiques environnementales et climatiques. Donc il y aura certainement une réunion de ce groupe lors des journées hanséatiques et nous y participerons avec grand plaisir. Alors il y a également un autre festival qui vient d'être créé récemment, c'est le festival avec quelques 4-5 villes, festival de musique d'orgue.
l'orgue étant un grand instrument de cette partie de l'Europe, notamment protestante. Et donc La Rochelle a beaucoup de beaux orgues et a beaucoup de bons organismes. Et donc nous aspirons à être membres de ce cercle encore assez restreint d'échanges dans le domaine de la musique d'orgue. Ensuite, je crois que je fais le tour de, oui, évidemment, la fonction première qui est de promouvoir le tourisme. Nous avons un stand qui est largement équipé par l'Office du tourisme, qui essaie de montrer une belle vitrine de notre ville, de notre territoire, avec une animatrice hors pair là. Donc nous espérons promouvoir la fréquentation océanique de notre ville. Voilà, ça c'est typiquement relativement court terme ce que nous ambitionnons de faire. Et dès notre retour de classe, nous aurons une réunion de travail avec le même groupe pour faire le point et décider les prochaines échéances, la troisième journée hanséatique, les prochaines participations aux journées hanséatiques et tous les groupes de travail auxquels nous pourrons participer, que ce soit le Hansa Work Group, le Youth Hansa, etc. Voilà, et donc si vous voulez, on espère qu'on va pouvoir développer, donc, comme je le disais à l'instant, un certain nombre d'échanges dans des domaines où, pour le coup, il y a des synergies à trouver. Je pense notamment à l'Université de La Rochelle qui a le bonheur d'avoir été une des premières universités à provoquer la création d'une université authentiquement européenne, le EU Connexus, auquel il a été fait allusion, et qui, par bonheur, comprend, moi je pensais deux, mais Léonard 3, l'huile hanséatique. Donc là, il y a très clairement une demande de l'université d'appuyer leurs efforts de fédération de ces différentes universités axées sur l'environnement et le changement climatique, avec donc l'appui de la force publique, de la ville et de la CDA de La Rochelle. Donc ça, c'est un chantier qui s'ouvre. Il y a encore trop tôt, on va pas entrer en détail, mais c'est évidemment un chantier extrêmement porteur. Le chantier du Sustainable Hansa Working Group aussi, puisque c'est un axe majeur de la structuration de notre territoire sur les rapprochements de la Terre, et notamment le plan zéro carbone 2040. Et puis l'objectif final, c'est de faire que, prendre Paris que dans 3 ans, lorsque nous organiserons une nouvelle conférence sur la ligne historique, contemporaine et actuelle, bien que nous ayons à refuser du public. Dans cet amphi, nous ayons peut-être à louer un amphi un peu plus grand, parce que nous aurons réussi notre pari, qui n'est pas mince, de populariser une cause que la plupart des Rochelais ignorent et on ne peut pas leur en faire leur reproche, pour en faire une vraie cause typiquement rochelaise. Comme La Rochelle est liée à tellement de territoires lointains dont on se demande d'ailleurs comment on peut avoir un lien avec eux tellement ils sont lointains. C'est notre histoire qui nous lègue cet héritage. Là, c'est un autre de nos héritages que nous avons largement méconnus depuis des années. Donc notre défi à tous, y compris, c'est de faire connaître aux Rochelais et surtout de faire en sorte que les Rochelais puissent en tirer des marrons de ce feu hanséatique. Parce qu'il n'y a que l'intérêt mutuel qui permet de promouvoir des actions communes et de faire en sorte que la boule de neige hanséatique roule et grossisse. Voilà. Synthétiquement, et puis en plus de vous présenter peut-être un mot, enfin une phrase pour résumer l'avance très synthétique. Je commence. Voilà, la présentation que je me présente. Oui, donc Gisela Céline, voilà, d'origine allemande, donc j'habite à La Rochelle depuis très longtemps, presque 40 ans. Et puis j'ai travaillé, j'ai enseigné l'allemand pendant très longtemps à Excelia, autrefois à Saint-Oco, j'étais ici à l'université. Et tout à l'heure, j'ai le grand plaisir donc, de travailler, de partager depuis quelques années les journées de la Hanse. Voilà. La Hanse, moi je pense que, honnêtement, je pense que c'est une grande chance pour une ville d'appartenir à ce réseau. Donc pour moi, c'est la première fois que je participé, je me suis dit, c'est formidable
c'est formidable, c'est qu'avant les personnes qui sont allées, ils disent « j'ai une grande fête populaire ». Oui, bien sûr, c'est une grande fête populaire, et il y a tellement de choses à côté. Il y a tellement de possibilités, d'opportunités donc pour les villes de s'impliquer et d'avoir des contacts avec les autres. Donc, honnêtement, je pense que c'est très très bien que La Rochelle fasse partie de ces maisons de la Nouvelle-France. Moi, Tobias Modestad, maître de conférence à l'Université de La Rochelle. Si je peux définir l'avance en phrase, bien incapable de le faire parce que je ne pense pas avoir réussi à le faire en 700 pages de thèse, mais l'alliance de villes et de marchands qui veulent parfois coopérer, parfois. Pourquoi je l'ai compris, parce que je suis salarié, donc je suis élu à la mairie pour représenter donc, les relations publiques et là j'ai les relations internationales au sens large. Pour moi, la Hanse, c'est l'appartenance au plus grand réseau européen de villes. C'est le plus grand, il n'y en a pas d'autre de cette taille. Alors évidemment, on est tout petit, on est très loin, on est dans la ville française, mais raison de plus. J'y vois un gros avantage, c'est que nous pouvons représenter la France. À minima, la Nouvelle-Aquitaine et la France, dans un aéropage extrêmement robuste de 16 villes, pardon, 16 pays et 196 villes. Donc c'est à nous de pousser, comme autrefois, j'imagine, lorsqu'on vendait du sel et du vin, où on attendait même que les gens viennent nous chercher, si j'ai bien compris l'explication de notre historien. Alors pour le coup, là, on ne va pas attendre qu'on vienne nous chercher, on va essayer de trouver des chemins pour pénétrer les réseaux océans et en tirer le maximum de parties dans l'intérêt bien compris du territoire. Donc, c'est pas simple, c'est même une réflexion intellectuelle extrêmement riche et diverse, à laquelle tout le monde peut contribuer, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. La nébuleuse hanséatique est difficile à cerner, hein, même après l'explication de nos amis, et a fortiori pour un néophyte que je suis. Et voilà, mais je pense que là, il y a une mine d'or, il faut savoir comment tracer son tunnel pour aller trouver le filon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je pense que c'est ça qui serait intéressant. Avant que notre historien